demandé de donner les directives nationales dans la prise en charge du palu, et donc je parlerai surtout des directives sur le plan curatif. Donc on ne parlera pas sur la question par rapport à la prophylaxie. Donc je vais directement parler du paludisme simple. Donc il faut savoir qu'il y a un paludisme simple, mais également un paludisme grave. On a regroupé le paludisme simple avec les différentes espèces, c'est-à-dire le Falcium, Malaria, Vivax et Nolésie. Et là, j'ai résumé tout ce qui est dans le guide et tout ce qui est dans les directives et l'instruction pour la prise en charge d'un cas de paludisme. Et là, j'ai vraiment mis pour le falciparum sa forme simple. Donc, il faut savoir qu'on peut avoir une forme simple d'un paludisme à falciparum. Donc, c'est pas tout le temps une forme grave. Donc, il y a la forme simple. Et cette forme simple, c'est une bithérapie. Et quand on a des formes simples, c'est la voie orale, c'est-à-dire qu'on prend en comprimé. Et donc, pour faciliter, alors c'est les dérivés de l'artémisinine. Donc, nous, on a une seule association dans notre pays. On a opté pour une seule association. C'est l'artéméter-luméfantrine qui existe en comprimé. Et c'est des cures, une cure de 24 comprimés sur 3 jours. Comment on va faire sur ces 3 jours? Et ça, c'est des modalités, c'est pour faciliter la prise, la prise des médicaments et pour l'observance, pour éviter qu'une dose saute ou un comprimé n'est pas pris, donc au lieu que ça soit par heure. Et donc, on a ces modalités, ce sont même des modalités de l'OMS, c'est 4 comprimés en une seule prise, 2 fois par jour, pendant 3 jours. Ça nous fait le total de la cure de 24 comprimés. Associée à la primaquine. Alors, la primaquine, elle est associée dans le falciparum pour une seule dose, et c'est 0,25 mg kilo. Ce sont des comprimés, là aussi, des comprimés à 5, à 7 et à 15, et ce sont des comprimés qui sont sécables. Donc, en fonction du poids, on donnera une seule dose. Sachez que cette dose-là, elle n'est pas dans un sens curatif, mais elle est dans le sens de réduire la transmission. C'est un rôle anti-gamétocide. Ensuite, nous avons le Vivax, l'Ovalé. Ces deux espèces ont la particularité de donner des hypnozoïdes qui restent au niveau de la cellule hépatique. Et donc, par rapport à ces hypnozoïdes qui sont à l'origine des rechutes, là, on donnera toujours la primaquine de la même manière, sauf que c'est pendant 14 jours. Ça veut dire qu'ici, on va aller contre les hypnozoïdes qui sont au niveau du foie. Et la seule dose, c'était pour les gamétocides par rapport au falciparum. Alors, pour le malaria et le Nolésie, c'est une monothérapie, et donc c'est l'artéméter-luméfantrine, c'est toujours le même principe, la cure de 24 comprimés qu'on donne pendant 3 jours. Je mets en deuxième position les alternatives, c'est toujours la même chose, les alternatives, c'est on utilisera pour le falci par rapport aux résistances à la chloroquine, donc on utilisera la quinine, c'est toujours la primaquine. Pour les autres, par rapport aux résistances, il y a moins de résistance. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de résistance, mais ça sera la chloroquine, donc la nivaquine, est toujours associée à la primaquine pour l'Ovalé et le Vivax, et pour le Nolésie et le Malaria, ça sera toujours une monothérapie. La forme grave, qui dit forme grave, dit voie parentérale, dit soins intensifs. Parentérale, c'est surtout les premières 24 heures. Et parentérale, préférable l'IV, mais si je n'arrive pas à avoir une voie, on peut utiliser la voie IM. Sachez que dans le guide, il y a une annexe où on a comment préparer la molécule qu'on doit utiliser dans la forme grave qui est l'artésunate. Là aussi, c'est un dérivé de l'artémisinine. On a opté également pour une seule molécule, il y en a d'autres, mais nous, on a opté pour une seule molécule, c'est l'artésunate.
et on a comment préparer, c'est des boîtes où on a le flacon de l'artémisinine, l'artésunate, plus un flacon de bicarbonaté qu'on doit préparer. Ensuite, on met un petit peu dans du salé et c'est une IV, donc qu'on va doucement et on la donne. Alors, sachez que la posologie, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est difficile, mais elle est très simple. C'est 2,4 mg par kilo. Il faut savoir que les premières 24 heures, c'est 3 doses. Au-delà des premières 24 heures, c'est une seule dose. Ensuite, puisque c'est une forme grave, on est obligé de faire la voie parentérale. Par la suite, on peut passer à la voie orale. Cette voie orale, je peux la passer juste après les premières 24 heures. Je peux la passer au 3e jour si, par exemple, mon malade vomit, il est obnubilé, il ne peut pas prendre correctement ses comprimés. Je reste avec la voie parentérale. Ensuite, je fais mon relais. Par quoi? Par toujours ces ACT, artéméter luméfantrine, toujours ma cure de 24 comprimés pendant 3 jours. Si c'est un malade grave qui est en réanimation, qui ne se réveille pas, la dose, la durée totale de ce traitement, c'est 7 jours. Je ne vais pas au-delà de 7 jours, ça ne sert à rien du tout. Donc, le principe, c'est la durée totale de mon traitement, c'est 7 jours. Et là aussi, il y a l'alternative, c'est la quinine. On sait très bien utiliser la quinine, à part qu'il faut l'utiliser dans des perfusions de 4 heures, parce que la quinine, elle est hypoglycémiante, et donc il y a le risque de donner des hypoglycémies. Alors, toujours cette forme grave, il faut savoir que on a, à côté de ce traitement spécifique, on est en réa, on est en soins intensifs, donc il y a tout le reste, et puis surtout, il y a la surveillance qui est importante, c'est une surveillance qui est régulière, c'est un malade qui est en soins intensifs. Alors, les cas particuliers, je veux insister sur la femme enceinte, bien que nous n'avons pas encore changé les directives, ça viendra, c'est juste par rapport à la femme enceinte, et je l'ai bien mis dans ce rectangle, où j'ai mis que l'OMS, depuis le 25/11/2022, il y a eu des études, des méta-analyses, il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé que l'artéméter luméfantrine pouvait être utilisé chez la femme enceinte, même au 1er trimestre. Donc, si on garde nos directives, c'est-à-dire qu'au 1er trimestre, par rapport au Vivax, au Valet, Malaré et Nolésie, en dehors, bien sûr, du Falsi, c'est la chloroquine, la quinine, et comme alternative, la chloroquine. Donc, pourquoi il n'y a plus cette bithérapie? Parce que la primaquine, par contre, est contre-indiquée durant toute la grossesse. Donc, quel que soit l'âge de la grossesse, la primaquine est contre-indiquée. Donc, je suis en monothérapie. Mais, comme il y a eu des recommandations de l'OMS, donc, l'artéméter luméfantrine peut être utilisé au cours du 1er trimestre. Maintenant, pour le Falsi, comme c'est simple, on donnera une bithérapie, quinine, clindamycine, mais comme ça a changé, je peux donner l'artéméter luméfantrine toujours sans la primaquine. L'accès grave, l'artésunate est utilisé quel que soit l'âge de la grossesse, donc il n'y a aucune contre-indication. À l'enfant, c'est exactement la même chose, c'est par rapport au poids. La seule différence, c'est que pour l'accès grave, au lieu de 2,4 mg kilo, les 3 doses le premier jour, ça va être, si c'est un enfant de moins de 5 ans et je n'ai pas son poids, et donc je prends l'âge, c'est 3 mg, ou encore si j'ai son poids, et s'il est moins de 20 kg, c'est 3 mg, donc on augmente légèrement la posologie de l'artésunate. Alors, on ne parle pas beaucoup du déficit en GCSPD parce qu'on est au Maghreb, il n'y a pas beaucoup de cas de déficit, mais toujours si une personne a un déficit, eh bien la posologie change,
Lorsqu'il s'agit d'une seule dose, il n'y a pas de problème. On peut donner ce 0,25 mg quand il s'agit d'un falsi simple. On peut donner cette dose, le problème ne se pose pas. Le problème se posera lorsqu'on donnera pendant 14 jours. Lorsqu'on donne pendant 14 jours, là, et si j'ai un déficit en GCPD, là, je dois la prescrire, cette primaquine, une fois par semaine, et je donnerai pendant 8 semaines. Voilà, avec 0,75 mg par kilo. Le suivi, alors ça c'est très important, le suivi d'un cas de paludisme, il faut savoir que la surveillance du traitement se fera par la parasitémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé au début, alors l'OMS recommande goutte épaisse frottis sanguin et ou test rapide. Sachez que lorsqu'on se retrouve dans une structure où il n'y a pas un microscopiste, ce qu'on peut faire, on confectionne la lame, on la sèche, on la garde, on fait le test rapide, parce que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, donc on fait ce test rapide, il est positif, on traite, mais on a quand même confectionné notre lame. Pourquoi? Cette lame va me permettre d'avoir la parasitémie, chose que je ne peux pas avoir avec le test rapide, et cette parasitémie, c'est elle qui me permet de dire si je suis guérie ou pas du paludisme. Donc, on fait AJ3, c'est-à-dire avant le traitement, ensuite, AJ0, donc avant le traitement, ensuite AJ3, AJ7 et AJ28. Il faut savoir qu'à J7, je dois avoir une goutte épaisse frottis sanguin négative. Et donc, si le microscopiste mentionne il y a des gamétocytes, ça ne veut pas dire que c'est un échec thérapeutique, ça persiste. Si je n'ai pas encore donné cette molécule qui est la primaquine, qui va être, ces gamétocytes sont à l'origine de la transmission. Donc, s'il y a toutes les conditions réunies, et donc j'ai le vecteur, j'ai le climat, j'ai tout ce qu'il faut, donc ça peut transmettre. Donc, ça ne justifie pas une autre cure de traitement. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, les tests rapides ne me permettent pas de faire le suivi. Donc, je m'arrête pour la prophylaxie, s'il vous plaît. Je vais vous montrer, il y a eu, on ne fait pas de prophylaxie, il y a eu un algorithme qu'on a confectionné l'année dernière, qu'on a réalisé, d'ailleurs qu'on a présenté le jour de la journée mondiale du paludisme à Tamanrasset. On l'a préparé. Celui-là, on peut le mettre au niveau des urgences, au niveau des structures, au niveau des services. Il est très, très utile et il est vraiment... Ah, ne me dis pas qu'il ne s'ouvre pas. Si. Je vais vous le montrer, ça résume exactement tout ce que je viens de dire, peut-être mieux. Voilà. Donc, voilà. Sujet fébrile ayant séjourné durant les 3 derniers mois dans une zone d'endémie palus, avec ou sans chimioprophylaxie, ou encore vivant dans les régions frontalières du Sud. C'est-à-dire qu'on parle des populations mobiles. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements et ces gens-là ne disent pas qu'on a voyagé. Il n'y a jamais cette notion de voyage. Donc, on a beau faire l'interrogatoire, ils vous disent parce qu'ils sortent et ils rentrent comme si ils sont encore en Algérie. Donc, on a discuté avec eux, s'il y a un brassage de nationalités, c'est des gens qui ont la tante, l'oncle de l'autre côté de la frontière et vice-versa. Donc, pour eux, ce n'est pas un voyage. Donc, toutes ces populations mobiles, s'il y a de la fièvre, chez ces populations mobiles, il faut suspecter un palu. Et vous avez vu, goutte épaisse, frottis sanguin et ou, donc test rapide, positif. Si j'ai des signes de gravité, c'est les soins intensifs, c'est l'artésunat. Cette goutte épaisse est négative, je dois aller rechercher une autre étiologie. Et par exemple, je suis sûre que cliniquement, ça fait paludisme, là, je dois refaire ma goutte épaisse. Si elle sort encore négative, donc j'élimine et je pense à autre chose.
Comment je peux le... Ça descend? Non? Ah, oh là là, j'ai touché. Ah, on le voit bien comme ça. Et je fais... Donc, si c'est un paludisme grave, on a vu tout à l'heure, l'hospitalisation, soit intensive, artésunale. Les autres formes, vous avez vu comment on l'a déjà, je vous ai déjà fait dans les tableaux. Par contre, ce qu'il faut insister, je sais qu'on va me dire qu'au sud, on ne peut pas hospitaliser tout le monde. Alors que dans nos directives, c'est tout cas de paludisme doit être hospitalisé. Et quand on a beaucoup de, ça dépend des périodes aussi, quand c'est à partir de septembre-octobre, on a beaucoup de cas au sud, ce qu'on fait, c'est qu'on hospitalise les enfants de moins de 5 ans, on hospitalise la femme enceinte, on hospitalise les sujets âgés avec comorbidité et les personnes qui sont jeunes et qui ne posent aucun problème, on fait la goutte épaisse, on leur redemande de revenir à J3, à J7, à J28. C'est pas tout le temps évident puisque ce sont des patients qui sont mobiles. Donc, au moins faire celle du avant le traitement, c'est du 3e et du 7e jour. Donc, c'est pas évident de faire celle de, pour voir l'efficacité thérapeutique et par rapport au rechute, celle du 28e jour. Et là aussi, sur cet algorithme qui est très bien expliqué, on vous dit que la primaquine doit être administrée même après le traitement curatif. Ça veut dire que si je ne l'ai pas maintenant, je traite sur le plan curatif. Ensuite, je convoque mon malade et je lui dis de revenir pour lui donner soit cette dose de primaquine ou encore de lui dire qu'il doit prendre un comprimé ou un comprimé et demi, cette primaquine, une fois par jour pendant 14 jours. Et si par exemple, je suis sûre et que c'est un palu et ma lame est toujours négative, je peux la refaire et je la donnerai à une autre main, à une autre structure ou à une autre, et je l'envoie pour refaire la lecture. Voilà ce que je devais dire par rapport à la prise en charge d'un cas de paludisme. C'est bon? Il y a une question qui était revenue lors de l'émission qu'on a faite. Oui. Quand les structures hospitalières sont saturées, il n'y a plus de place. Oui. Est-ce qu'on peut donner le traitement à titre ambulatoire? Oui, ça a été posé déjà depuis des années, parce qu'on a eu déjà des cas en 2020, quand il y a eu déjà plus de 2000 cas, et il y a eu surtout 1000 et quelques, non, 2000 et quelques à Tammasset. Donc, on n'hospitalise pas, on donne à titre ambulatoire. J'ai dit que l'indication s'imposait pour la femme enceinte, l'enfant de moins de 5 ans et les personnes âgées avec comorbidité. Mais les sujets qui sont en bonne santé apparente, les jeunes, les adultes jeunes, on peut donner, mais on revoit au bout du 3e jour. Donc, on revoit le malade au bout du 3e jour. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Louis. Voilà, donc là, je pense que vous avez l'algorithme pour la prise en charge d'un cas de paludisme. Et bien sûr, n'oubliez pas, quand vous allez confectionner les lames, de les envoyer au laboratoire national de référence. C'est pour ça que je vous ai dit, laboratoire national de référence de l'Institut national de santé publique, Dr Hamadi et Dr Missou, maintenant qui sont en charge de ce laboratoire, pour confirmer. Ce n'est pas seulement pour confirmer parce que vous avez des parasitos, mais on a besoin d'avoir la classification des cas. Et la classification des cas ne peut être classée que sur base de l'enquête autour du cas par rapport à la fiche aussi de notification. Maintenant, je pense qu'il y a une question par rapport au diagnostic. Donc, une question là par rapport à toutes les épidémies, par rapport à la goutte épaisse et le frottis sanguin. S'il vous plaît, la goutte épaisse, c'est important de faire une parasitémie. La parasitémie permet de faire le suivi sous traitement. Donc, parasitémie, c'est pas écrire une croix et mettre plus,
ou bien il faut donner un pourcentage. Parce que ce pourcentage, je sais qu'au bout du 3e jour, il descend de 25% et je sais qu'à J7, je dois être négative. Donc, la parasitémie est essentielle pour le suivi et la surveillance du cas. Madame Smith, alors il y a une question qu'on nous pose, on nous appelle souvent, c'est pour les gens qui doivent se rendre au sud. Alors des gens doivent aller pour des voyages d'agrément, c'est malheureux de le dire, mais ils se posent la question s'ils doivent prendre une chimioprophylaxie. D'accord. Ça s'est déjà produit, hein, Monsieur Follin, quand on a eu l'épidémie à Rabdaya en 2010. À l'époque, on n'avait Oui. pas encore. On n'était pas, et déjà, les gens venaient nous poser la question, est-ce qu'on prend une chimioprophylaxie pour aller à Rabdaya? Et là, on est certifié qu'il n'y a pas de transmission locale. Veut dire transmission locale, veut dire qu'il faut, j'ai dit tout à l'heure, il faut l'ensemble, toutes les conditions pour une transmission. Donc, il faut le vecteur, le climat, le parasite, la personne. Donc, c'est tout un ensemble de conditions pour qu'il y ait transmission. Dans notre pays, il n'y a pas de transmission locale et donc, il n'y a pas de paludisme autochtone, c'est un paludisme d'importation et je vous ai dit tout à l'heure, c'est des frontières qui sont poreuses, c'est des populations mobiles et donc pas lieu ni de chimioprophylaxie ni de quoi que ce soit. On parle même de vaccination, il faudrait que je corrige là aussi, c'est très très important. C'est vrai que l'OMS avait donné recommandation en 2022 et en 2023 pour 2 vaccins qui sont contre le falciparum. Pour qui? Alors, ces recommandations sont pour les pays où il y a une forte moyenne élevée de transmission. C'est-à-dire qu'il y a une transmission locale dans ce pays et c'est une transmission qui est très importante. Et comment? C'est pas pour les voyageurs, ni pour les adultes, ni pour les femmes enceintes. C'est pour les petits-enfants et ces vaccins sont introduits dans leur calendrier vaccinal à partir de l'âge de 5 mois et on donne 4 doses. Et après, chaque pays va faire en sorte dans avec quel vaccin ils vont le mettre. Mais sachez que c'est juste pour le falci et juste pour les pays à forte endémicité. Donc, ni pour les voyageurs, il n'y a pas encore, ni pour la femme enceinte, ni pour les adultes. Voilà, ça c'est important parce qu'ils sont venus demander le vaccin pour le paludisme à l'hôpital pour qu'ils partent Mais plutôt leur chimioprophylaxie, ils ne doivent pas l'oublier s'ils doivent se rendre dans un pays où il y a alors, la prophylaxie, j'en ai pas parlé. La prophylaxie, c'est en fonction des zones, c'est en fonction d'une carte géographique, il y a une carte que l'OMS met à jour à chaque fois que tous les pays donnent leur data et leur situation par rapport à la transmission du palu. Il y a des centres de vaccination. Avant de voyager, il faut y aller. Il y a d'ailleurs, non seulement il y a des médicaments, il y a des vaccins, mais il y a aussi des conseils qu'on donne. Donc, il faut, avant de voyager, c'est vrai que chez nous, en Algérie, alors on part en Afrique, mais on ne prend pas de prophylaxie parce que pourquoi? Ça ne nous touche pas. Moi, déjà, un journaliste me l'a dit à moi-même, ça ne touche pas les Algériens, on est repousse. Eh bien non, il y a eu des Algériens qui sont partis sans prophylaxie, qui sont revenus, ou qui sont décédés. Donc, il faut faire très attention pour la prophylaxie. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste, il y a une question sur les TROD, en fait, sur les tests rapides. Sachez que pour le diagnostic du paludisme, notre gold standard, c'est la goutte épaisse, frottis goutte épaisse. Donc, les questions pourquoi on a préféré mettre à disposition, nous avons instruit les DSP, les EPSP, les EPH, de se doter de ces tests rapides, mais c'est par rapport au dépistage actif. Donc, ce n'est pas pour un diagnostic pour un malade qui se présente dans une structure. Nous avons les moyens, c'est quelque chose de très simple. Dommage que l'équipe de Laboratoire national de référence pour le palu n'est pas avec nous, mais néanmoins, c'est un microscope, des lames, et donc confectionner une lame et le diagnostic est donné
en peu de temps. Donc, on peut l'avoir en une demi-heure. Là, je pense, et d'ailleurs, même dans les procédures standards opérationnelles, c'est aussi la double lecture, la lecture par deux personnes pour confirmer s'il existe ou pas le parasite, et de l'autre, d'envoyer aussi la lame au laboratoire national de référence. Et d'ailleurs, on demande est-ce qu'on confectionne 3 lames, une non colorée, 2 colorées, une qui reste et les autres sont envoyées au laboratoire national de référence. J'essaie de répondre à des questions comme ça, mais pour le dépistage actif, et là je m'adresse au wilaya du Sud. Pourquoi? Parce que les facteurs climatiques s'y prêtent, donc là, on doit absolument renforcer le dépistage actif pour éviter justement la réintroduction du paludisme et la reprise de la transmission locale. Donc, renforcer le dépistage actif, faites la prospection par des entomologistes ou par des techniciens en entomo qui savent très bien faire, et qu'on peut toujours, les wilayas qui n'ont pas des équipes peuvent toujours échanger avec des équipes qui sont une très bonne expérience, qui ont pu éliminer cette transmission. L'équipe de Tamaracet qui est en ce moment dépassée peut-être par le nombre de cas, mais il y a l'équipe aussi de Ouargla, et que je remercie ces deux équipes qui doivent partager les bonnes pratiques par rapport au sud. Par rapport au nord, restez s'il vous plaît. Si on veut utiliser le test rapide au niveau des urgences, on peut l'utiliser, mais en même temps, comme elle a assez bien précisé, qu'il fallait prendre aussi une lame. Voilà ce qu'on a à répondre par rapport à ça. Le laboratoire national de référence PALU, c'est l'INSP. C'est l'Institut national de santé publique. Et est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au labo? Donc voilà, je pense qu'on a été trop long, mais la situation a imposé à ce qu'on parle des deux. Au départ, on voulait juste faire la diphtérie, mais compte tenu des cas de palu qui sont enregistrés aussi dans d'autres wilayas, donc on a tenu à présenter néanmoins la prise en charge, parce que je pense que c'est ça le plus important. Et alors, peut-on savoir les résultats d'études d'entomo à Tamaracet? Voilà ce que je peux vous dire. Et on est très à l'aise de parler de paludisme d'importation. Pourquoi? On a eu des résultats de 2 endroits. Donc, aussi bien au niveau de Borj-Badi Mokhtar, où il y a une enquête entomologique qui a été réalisée, ils n'ont pas trouvé d'anophèle, et donc on est très à l'aise pour parler des cas importés. Il y a eu aussi une enquête entomologique qui a été réalisée à Tamaracet, et d'après les équipes de Tamaracet, donc on reste toujours à Borj-Badi Mokhtar, ça a été réalisé par l'équipe de l'INSP, mais au niveau de Tamaracet, c'est par des équipes locales où ils n'ont pas trouvé d'anophèle. Donc, on pourra sûrement avoir des cas introduits. Donc, ça, c'est pas éliminé. Et pas des cas importés jusqu'à présent. Donc, nous sommes en train de continuer la surveillance et la prospection entomologique. Et je vous dis, autant rester vigilant et faire la lutte antivectorielle, le dépistage, la surveillance et la prospection entomologique. J'espère que j'ai répondu aux questions qui ont été posées. C'est pour ça que les personnes disent oui, il y a des personnes qui reviennent de Tamaracet, mais là, je vous dis, ils reviennent de Tamaracet, de quel endroit de Tamaracet? Ça peut être un cas introduit, et je pense par rapport au cas introduit, là, c'est différent, ce n'est pas une transmission locale, on ne peut pas parler de paludisme local. Voilà. Si vous avez, ça serait bien qu'il y ait une formation pour le personnel du labo sur la TPS. Oui, alors, je vais vous dire, nous, au niveau du programme national, il y a Dr Lamali qui est responsable du programme, qui est ici avec nous. Donc, et avec l'équipe de l'INSP, l'équipe de l'EPA, on fait des supervisions régulières au niveau de ces wilayas, et même avec la représentante, pour aussi bien, c'est-à-dire une supervision formative. Et donc là, on forme aussi bien sur la microscopie,
sur la prise en charge clinique, sur la surveillance, sur la déclaration et sur l'automo. Donc, on fait toutes ces formations en même temps quand on se déplace dans ces wilayas. Mais néanmoins, comme l'exigence de la certification, il faut des personnes qui sont formées, mais il faut un recyclage toutes les 2 années. Donc, 2 ans après, on doit reprendre. Donc, c'est une actualisation. D'autant plus qu'on dit que l'œil se fatigue, c'est la raison pour laquelle on demande à une autre personne de relire la lame pour s'assurer que réellement il y a le parasite. De plus, de l'envoyer au laboratoire national de référence. Maintenant, s'il y a une demande, je pense qu'on a beaucoup de parasitos qui sont répartis à travers le territoire, qui peuvent réaliser cette formation localement. Donc, je vous demande à vous rapprocher. Au niveau des hôpitaux, on a des parasitos qui peuvent le faire. Mais s'il y a un besoin, donc on peut toujours inscrire ces laborantins pour la formation au niveau de l'Institut national de santé publique, où il y a régulièrement des formations sur la Gutépès frottissanca. Voilà, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas. Vous savez, on vient je pense, de partager on n'a pas encore partagé, donc on peut partager l'email pour toute question relative à la vaccination. C'est professeur Smati, qui est la coordinatrice du comité national technique de consultation sur la vaccination. Donc, Leïla. Ah oui. Smati, @ c'est ça? Yahoo.fr. Là, c'est pour toute question liée à la vaccination. Pour la prise en charge, donc, la prise en charge, donc je peux vous donner la prévention que vous avez déjà, prévention.mdo et toute autre question, @gmail.com. Là, on peut partager, si vous avez des questions sur telle ou telle thématique. Prévention, pardon. Normalement, vous connaissez parce que vous faites la déclaration. Et au niveau de l'INSP, vous le savez, donc, je peux donner l'INSP? C'est MDO, je ne sais pas, INSP, je ne me rappelle plus. Alors, donc, je peux vous communiquer par la suite l'email de l'INSP pour éventuelles questions sur la surveillance, sur la notification. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas la notification parce que c'est tellement important de renseigner bien les fiches parce que c'est ça qui va nous aider, comme elle l'a si bien expliqué, docteur Hannoun, de dire ça nous permet d'évaluer nos actions de santé publique, toutes les mesures qui ont été mises en place, et c'est aussi d'orienter la prise de décision. C'est tellement important, nous ne pouvons pas riposter au temps opportun. Merci beaucoup, je donne la parole d'accord. Alors, merci beaucoup pour votre patience, pour l'assiduité, je rappelle aussi, je remercie tous les experts ici présents pour leur disponibilité, pour leur engagement en santé publique, pour la qualité de leur présentation et aussi pour leur disponibilité de répondre à toutes les questions. Je voudrais aussi remercier la présence de la représentante de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ici avec nous. Et comme vous voyez, même le DG, il est resté, le sous-directeur est venu. Donc, toute l'équipe de la DGPPS, de l'ANSP, ici présente pour répondre à vos questions et pour vous dire que nous sommes ensemble. Nous sommes dans le même bateau, donc si on réussit ensemble. Et si on va faire couler le bateau, on va le faire couler ensemble. Merci beaucoup, Sahabolkom, et à très bientôt. Merci, au revoir.